Mon mari voulait le divorce pour épouser sa secrétaire de 19 ans, et toute sa famille a applaudi sa décision. J'ai immédiatement signé les papiers de divorce, emballé tous mes biens prénuptiaux et suis parti. Le lendemain matin. Je m'appelle Hélène. Si quelqu'un me demandait quel est le moment exact qui fait qu'une femme, vivant un mariage apparemment normal, se réveille soudainement à la réalité, je leur dirais que c'était ce vendredi soir-là. Cela s'est passé au moment où j'ai éteint la cuisinière. Mes mains sentaient encore l'ail rôti et le romarin, tandis qu'une marmite de la copieuse estouffade de bœuf que mon mari adorait fumait sur l'îlot de la cuisine. Ce vendredi était censé être un jour normal. Du moins, c'est ce que je pensais. Du matin à l'après-midi, j'étais aussi occupé que d'habitude. J'étais allé au marché fermier local, j'avais acheté des légumes frais et m'étais rapidement arrêté à notre usine d'usinage et de fabrication pour vérifier les opérations avant de rentrer chez moi pour cuisiner. 5 ans de mariage. Pendant 5 ans, je n'ai jamais pensé que ma famille s'effondrerait. J'ai rencontré Didier quand il n'était qu'un simple machiniste. À l'époque, il n'avait rien d'autre que des mains calleuses et le rêve d'ouvrir sa propre usine de fabrication. Moi, en revanche, j'étais enfant unique. Mes parents n'étaient pas des milliardaires avec des empires immobiliers, mais mon père possédait une entreprise d'approvisionnement en équipements industriels très stable et de longue date en Occitanie. Quand j'ai épousé Didier, mes parents n'ont pas objecté. En fait, ils l'aimaient. Le jour de notre mariage, mon père m'a dit quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui, « Hélène, l'argent peut toujours être regagné, mais un homme qui sait se débrouiller et travailler dur est ce qui a vraiment de la valeur. » Croyant en ces mots, j'ai pris presque tout mon fonds fiduciaire et mes économies personnelles pour aider Didier à lancer sa start-up, 250 000 € en espèces, un bail à long terme sur un entrepôt industriel dans la banlieue de Lyon, et 2 lignes de production CNC à la pointe de la technologie. Ajoutez à cela une liste de clients que mon père nous a présentés. Ce furent les fondations de l'entreprise de Didier. Les premières années furent incroyablement difficiles. Il y a eu des nuits où nous avons dormi sur des lits de camp à même le sol en béton de l'entrepôt. Sous la chaleur estivale d'Occitanie, la sueur nous coulait dans le dos. Pendant la saison des tempêtes, la pluie inondait jusqu'au quai de chargement. Mais à l'époque, nous étions heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. L'usine a grandi et les bons de commande se sont multipliés, passant de 10 machinistes à 30. De 30 à près de 100 employés, Didier a commencé à porter des costumes sur mesure. Il a commencé à rencontrer de grands dirigeants d'entreprise, à apparaître au gala de la chambre de commerce locale pendant que je me retirais discrètement dans l'ombre. Je n'ai jamais aimé être sous les feux des projecteurs. Je croyais que le succès de mon mari était le succès de notre famille, jusqu'au jour où j'ai commencé à entendre les murmures. Au début, ce n'était que des commérages de bureaux oisifs. Mais ensuite, cela a pris de l'ampleur. Les gens n'arrêtaient pas de mentionner une très jeune secrétaire nommée Victoire, seulement 19 ans, jolie, au langage doucereux, qui accompagnait toujours Didier lors de ses voyages d'affaires. Au début, je m'en fichais. Je faisais confiance à mon mari, ou plutôt, je voulais lui faire confiance. Mais cette confiance a commencé à se fissurer. Il y a eu des nuits où Didier rentrait incroyablement tard, parfois à 2 heures du matin, parfois près de l'aube. Quand je lui demandais, il prétendait qu'il divertissait des clients. Quand j'appelais, ça tombait sur la messagerie vocale. Les SMS mettaient des heures à obtenir une réponse. Une fois, j'ai accidentellement vu une légère trace de rouge à lèvres sur son col. Didier l'a balayé d'un revers de main, riant qu'une cliente l'avait accidentellement bousculé. J'ai laissé passer. J'ai laissé passer beaucoup de choses parce que je ne voulais pas que mon mariage se brise. Jusqu'à ce soir-là, le soir où toute ma vie a changé. Didier a franchi la porte d'entrée et a claqué sa mallette en cuir sur le banc de l'entrée. Le bruit a résonné fort. Je mettais la table et me suis retourné pour regarder. Avant même que je puisse lui demander s'il était fatigué, Didier m'a regardé avec des yeux morts et a dit « Je veux divorcer ». Juste 4 mots. Mais ils ont semblé être un couteau planté directement dans ma poitrine. Je suis resté figé. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé, me sentant étrangement calme au fond de moi. Peut-être inconsciemment, je me préparais à ce jour depuis longtemps. Ma belle-mère, qui était en visite et assise dans le salon, a immédiatement posé sa tasse de thé. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas qu'elle n'ait pas objecté, mais qu'elle ait en fait souri.
Un sourire de totale satisfaction. Il vaut mieux que vous en finissiez tôt tous les deux, a-t-elle dit. Quand un homme réussit, il a besoin d'une femme plus jeune et plus dynamique à ses côtés. Je l'ai regardée. La femme qui m'avait jadis tenu les mains, me remerciant les larmes aux yeux d'avoir aidé son fils à construire sa carrière. La femme qui m'appelait la fierté de la famille me regardait maintenant comme une garantie expirée. Mon beau-père a ajouté, de son fauteuil inclinable, Hélène, ne blâme personne. Toi et Didier êtes mariés depuis 5 ans et n'avez toujours pas d'enfant. Il veut un héritier pour transmettre son héritage, et c'est parfaitement normal. J'ai ri intérieurement. Pendant 5 ans, c'est Didier qui a insisté pour que nous reportions d'avoir des enfants afin qu'ils puissent se concentrer sur la croissance de l'entreprise. Et maintenant, tout le blâme était rejeté sur ma tête. Avant que je puisse parler, Didier a sorti son téléphone. Il a ouvert une photo et l'a posée sur l'îlot de la cuisine. C'est Victoire. J'ai regardé l'écran, une jeune fille, maquillage très filtré, vêtements de créateur à la mode et un sourire trop confiant. Didier m'a regardé, ses yeux dépourvus de toute affection. Je vais l'épouser. L'air dans la pièce est devenu suffocant. Ma belle-mère a hoché la tête avec enthousiasme. Mon beau-père avait l'air satisfait. Je suis resté là en silence. J'ai soudain réalisé quelque chose de profond. La partie la plus douloureuse d'une trahison n'est pas de découvrir la vérité. C'est de réaliser que les personnes que vous considériez comme votre famille étaient du côté de l'ennemi depuis très longtemps. Didier a sorti une chemise cartonnée de sa mallette et l'a claquée devant moi. J'ai déjà fait rédiger les papiers de divorce. Je garde les biens pour gérer l'entreprise. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer. J'ai lentement ramassé la pile de papier, feuilletant chaque page, lisant chaque ligne. Et puis le coin de mes lèvres s'est tordu en un sourire narquois. En lisant ces termes, j'ai réalisé qu'il ne voulait pas seulement la trahison et le divorce. Il voulait me dépouiller de tout ce que j'avais passé des années à construire. Mais ce que Didier et ses parents ne savaient pas, c'est que depuis 3 mois, je me préparais discrètement à ce jour exact. Leur célébration actuelle n'était que le prélude à une chute libre. Aucun d'entre eux ne pouvait même l'imaginer. J'ai doucement fermé la chemise, souri et prononcé une seule phrase qui les a fait tous les 3 lever la tête pour me regarder, d'accord, j'accepte le divorce. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que demain matin, un appel téléphonique confidentiel que j'avais arrangé il y a longtemps serait passé. Et quand cet appel serait passé, le destin entier de l'usine de fabrication portant le nom de Didier prendrait une direction complètement différente. Après avoir dit oui au divorce cette nuit-là, je ne suis pas resté une seconde de plus dans le salon. Je suis monté à l'étage sous le regard triomphant de ma belle-mère, les petits rires discrets de mon beau-père et le sourire narquois non dissimulé de Didier. Dans leurs esprits, j'étais complètement vaincu. Une femme de 35 ans sans enfant, larguée pour une fille de 19 ans, chassée du foyer même qu'elle avait aidé à construire. Quelle menace pouvais-je bien représenter? Mais la chose la plus hilarante dans ce monde est l'arrogance aveugle. J'ai fermé la porte de la chambre à clé, me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la pièce familière. Il y a 5 ans, j'avais personnellement choisi chaque meuble ici. Les rideaux crème avaient été commandés sur mesure par moi. La couette bleu pâle était un cadeau de mariage de ma mère. Même les lampes de chevet étaient celles que Didier et moi avions choisies un après-midi pluvieux à Toulouse. Les souvenirs étaient toujours là, mais les gens avaient changé. J'ai vérifié mon téléphone. L'écran s'est allumé avec plus de 20 messages non lus, tous d'une seule personne, Léon, le vétéran directeur d'usine qui dirigeait notre atelier de production depuis des années. J'ai ouvert son dernier texte, Hélène, j'ai tous les dossiers prêts comme tu l'as demandé. Donne le mot et nous agissons. J'ai regardé le texte pendant longtemps avant de répondre, prépare tout, Léon. Je pense qu'il est temps. Moins d'une minute plus tard, mon téléphone a sonné. La voix rauque de Léon a retenti, Hélène, es-tu absolument sûre de ça? J'ai souri faiblement. Oui, Léon. Il a fait une pause. J'ai vu tout ce qui se passait ces 2 dernières années. Je n'ai juste pas senti que c'était ma place de parler. Je suis tellement désolé que cela en soit arrivé là. Je me suis penché en arrière contre la tête de lit. Dehors, les lumières de la rue brillaient. Tout a une date d'expiration, Léon. Mais es-tu certaine? Oui, ai-je répondu rapidement, si rapidement que cela m'a même surprise. Mais dans mon cœur, il n'y avait plus aucune hésitation.
Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tiroir du bas de ma coiffeuse. À l'intérieur se trouvait un lourd classeur noir. J'ai soigneusement sorti les documents parfaitement organisés dans des pochettes en plastique, l'acte de propriété de cette maison, les contrats d'achat des lignes de production CNC, les factures des machines lourdes et les reçus bancaires du virement initial de 250 000 €. Chacun était exclusivement à mon nom ou au nom de ma SARL. Pendant des années, je n'ai jamais pensé que j'aurais à les utiliser. Mais mon père était différent. Il était toujours méticuleux. Quand j'ai épousé Didier, mon père m'a dit, faire confiance aux gens, c'est bien. Mais garder une trace écrite n'est jamais une mauvaise chose. À l'époque, je l'avais accusé d'être trop cynique. Avec le recul, un vétéran aguerri voit toujours plus loin que les enfants aveuglés par l'amour. Vers 22 heures, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. En regardant par la fenêtre, un SUV de luxe blanc s'est garé sur le trottoir. La personne qui en est sortie était Victoire. Elle portait une mini-robe moulante, un maquillage épais, des cheveux bouclés et un sac Chanel. De loin, elle ressemblait plus à une influenceuse Instagram qu'à une assistante d'entreprise. J'ai regardé de l'obscurité. Victoire est entrée directement dans la maison, sans frapper, sans montrer la moindre hésitation, et ne ressentait clairement aucune honte d'être l'autre femme. Ma belle-mère a pratiquement sprinté jusqu'à la porte pour l'accueillir. Leurs rires ont résonné jusqu'au 2e étage. J'ai surpris des bribes de leur conversation, entre. Je t'ai gardé du dessert. Demain, je t'emmène voir des bijoux de mariée. La façon dont il la chouchoutait, on aurait dit qu'ils étaient une famille depuis des décennies. Didier est sorti, prenant délicatement son sac de créateur. Ce regard tendre dans ses yeux était le même que je recevais depuis des années. Maintenant, il appartenait à quelqu'un d'autre. C'était étrange. Je pensais que je ressentirais une douleur atroce. Mais je n'ai rien ressenti. J'ai juste eu froid. Un froid profond et creux. Comme si mon cœur refusait simplement de réagir. Une demi-heure plus tard, les rires d'Ownster ont augmenté. J'ai ouvert la porte de ma chambre et suis descendu. Tous les 4 se sont immédiatement figés et m'ont regardé. Ma belle-mère a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je vais chercher de l'eau », ai-je répondu calmement. Victoire s'est immédiatement pressée contre la poitrine de Didier, agissant comme si j'étais l'intrus dans ma propre maison. Didier lui a passé un bras autour de l'épaule. « Hélène », a dit Didier en me regardant. « Victoire et moi allons obtenir notre licence de mariage dès que nos papiers seront en règle. »« D'accord », ai-je répondu. Didier a eu l'air ennuyé. Il voulait clairement que je fasse une crise, que je pleure et que je crie, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Cela l'a exaspéré. Victoire a souri doucement. « Hélène, je sais que cela te fait mal, mais on ne peut pas choisir de qui on tombe amoureux. L'amour n'est pas un crime. » J'ai failli éclater de rire. Cette phrase est tellement cliché. Chaque briseuse de ménage adore la réciter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison. L'amour n'est pas un crime, mais détruire activement la famille de quelqu'un d'autre fait de toi une ordure. Le sourire de Victoire a instantanément disparu. Ma belle-mère a claqué sa main sur le comptoir. À qui crois-tu parler ? J'ai haussé les épaules. À qui cela s'applique ? Je me suis retourné et suis remonté à l'étage. Derrière moi, les jurons et les cris ont éclaté, mais je n'ai plus prêté attention. Cette nuit-là, j'ai incroyablement bien dormi, probablement la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis plus d'1 an. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un appel de mon père. Il n'a posé qu'une seule question, « As-tu bien réfléchi à tout ça ?» « Oui, papa. » Le silence a résonné sur la ligne pendant quelques secondes. Puis il a soupiré. « D'accord. À partir d'aujourd'hui, je ne me retiens plus. » Je savais exactement ce que cela signifiait. Pendant 5 ans, par respect pour mon mariage, mon père est rarement intervenu dans les affaires de Didier. Même s'il voyait les défauts, même s'il repérait les problèmes opérationnels, il a choisi de ne pas s'en mêler. Mais à partir de ce moment, il n'était plus le beau-père de Didier. Il était un homme d'affaires impitoyable protégeant sa fille. Après avoir raccroché avec lui, j'ai reçu un autre appel. C'était de la banque. Mon gestionnaire de portefeuille a confirmé que tous les documents que j'avais soumis avaient été traités.
Les procédures légales étaient officiellement activées. J'ai regardé l'écran de mon téléphone pendant longtemps, puis j'ai souri doucement. En bas, j'entendais Didier rire avec Victoire, ma belle-mère discuter des lieux de mariage, et mon beau-père se vanter au téléphone auprès d'un parent d'avoir bientôt un petit-fils. Aucun d'entre eux ne savait qu'à ce moment précis, les rouages du destin avaient déjà commencé à tourner. Ce qu'ils pensaient être une victoire n'était que les dernières heures d'illusion avant l'arrivée de l'ouragan. Et la première personne à réaliser que quelque chose n'allait pas catastrophiquement ne serait pas moi. Ce serait Didier. Parce que cet après-midi-là, quand il s'est pavané dans les bureaux de l'entreprise, plein de joie et rêvant d'un nouvel avenir brillant avec Victoire, un audit financier hautement confidentiel serait posé sur son bureau. Et à partir de ce rapport, la vilaine vérité qu'il avait ignorée pendant des années le traînerait enfin dans la lumière. Lorsque Didier a garé sa voiture à l'usine cet après-midi-là, son humeur était visiblement arrogante. Dès qu'il avait quitté la maison, un sourire suffisant était plaqué sur son visage. Il ne pensait pas à son mariage brisé ni aux 5 années que nous avions passées à construire une vie. Tout ce à quoi il pensait, c'était Victoire, le condo de luxe qu'ils allaient acheter, leur mariage imminent et la vie parfaite qu'il attendait maintenant qu'il avait jeté la vieille épouse qui avait été avec lui dans la difficulté. Sur le chemin du travail, il s'est même arrêté chez un bijoutier haut de gamme du centre-ville pour verser un acompte sur une énorme bague de fiançailles en diamant. Les félicitations obséquieuses des vendeurs n'ont fait qu'enfler son ego. Il a glissé sa carte noire et est sorti en se sentant comme un roi. Mais quand il est arrivé aux portes de l'usine, quelque chose n'allait pas. Normalement à 7 heures, l'atelier de production rugissait. Le bourdonnement des machines CNC, les cris des contremaîtres, le bip constant des chariots élévateurs déplaçant des palettes. Cela aurait dû être assourdissant. Pourtant, aujourd'hui, c'était étrangement calme. Didier est sorti de sa voiture, fronçant les sourcils en regardant autour de lui. Le vieux gardien de sécurité de la guérite lui a fait un signe de tête raide et réticent, complètement dépourvu de sa chaleur habituelle. « Pourquoi est-ce si calme aujourd'hui, Stéphane ?» a demandé Didier en passant. Le gardien a hésité. « Ça reprendra probablement plus tard, monsieur. » La réponse vague a irrité Didier, mais il l'a ignoré et s'est dirigé vers le bâtiment principal des bureaux. Dès qu'il a atteint le 2e étage, il a vu un groupe de personnel comptable chuchoter dans le couloir. Au moment où ils l'ont vu, ils se sont dispersés comme des cafards. Quelques-uns ne voulaient même pas établir de contact visuel. Une sensation de terreur rampante a envahi l'estomac de Didier. Il s'est dirigé d'un pas rapide vers son bureau d'angle. Au moment où il a ouvert la porte, il a vu un épais classeur posé au centre de son bureau. Une étiquette rouge sur le devant indiquait « Audit financier urgent ». Didier a froncé les sourcils. Il s'est assis dans son fauteuil en cuir et l'a ouvert. En 3 minutes, le sourire suffisant a complètement disparu de son visage. Les chiffres du rapport étaient complètement détachés de sa réalité. Les revenus trimestriels avaient chuté. Plusieurs grands clients avaient interrompu leurs commandes. Les flux de trésorerie d'exploitation étaient gravement dans le rouge, et le plus terrifiant, il y avait 3 prêts relais à court terme arrivant à échéance à la fin du mois, totalisant près de 2 millions d'euros. Didier a lu les pages encore et encore. C'était impossible. Il a immédiatement décroché le téléphone et a appelé Thomas, le directeur financier. Thomas, qui était avec l'entreprise depuis 8 ans, est entré, l'air épuisé. « Explique-moi ça », a dit Didier en claquant le classeur sur le bureau en acajou. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Thomas a pris une profonde inspiration. « Je vous ai envoyé cette projection il y a 3 mois, Didier. »« 3 mois. » « Oui », a répondu Thomas fermement. La vérité est que l'entreprise a commencé à saigner en janvier. Les coûts des matières premières ont grimpé en flèche, les clients clés ont réduit leur volume et plusieurs contrats ont été annulés en cours de production. Didier a répliqué, « J'ai juste signé un énorme contrat de 800 000 € le mois dernier. » Thomas l'a regardé avec une pitié pure. « Didier, ce contrat était pour 800K. » « Oui, mais le client n'a payé que 10% de frais de mobilisation, et nos seuls coûts de production en heures supplémentaires ont englouti cela en une semaine. Nous perdons de l'argent sur cette affaire. » La tête de Didier a commencé à tourner. Au cours des 2 dernières années, il avait presque entièrement délégué la surveillance financière à moi et à l'équipe comptable. Il ne se souciait que de dîner avec les clients, de jouer au golf et de se présenter aux cérémonies d'inauguration. Il croyait honnêtement que l'entreprise était une vache à lait inarrêtable.
la réalité était un abattoir. À ce moment-là, son téléphone portable a sonné. C'était Victoire. Sa voix pétillante a gazouillé à travers le haut-parleur. « Chérie, je viens de voir le plus incroyable condo Penthouse. Il ne coûte que 1,2 million d'euros. Peux-tu me virer 25 000 euros pour la garantie pour le réserver ?» Didier s'est figé. Il y a un mois, 25 000 euros, c'était de la petite monnaie. Maintenant, cela ressemblait à un nœud coulant qui se resserrait autour de son cou. « Laisse-moi y regarder », a-t-il réussi à étouffer. Le ton de Victoire a instantanément aigri. « Y regarder ? Tu me l'as promis. » Didier s'est frotté les tempes, une migraine lancinante. « Je suis occupé en ce moment. » Il a raccroché. C'était la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés qu'il avait osé lui raccrocher au nez. Devant sa fenêtre en verre, le ciel d'Occitanie virait au gris avec un orage imminent. Didier était paralysé. Pour une raison quelconque, mon visage lui est apparu à l'esprit. Au cours des 5 dernières années, chaque fois que l'entreprise rencontrait un obstacle, j'étais la première à le remarquer. Chaque fois que nous manquions de fonds pour la paix, j'étais celle qui se démenait pour liquider mes propres biens afin de couvrir les frais. Chaque fois qu'une négociation difficile se profilait, j'étais celle qui veillait tard, préparant les contrats, mais il avait toujours considéré mon travail comme son dû. Il ne m'a jamais remercié. Il ne l'a jamais reconnu. Vers 16 heures, la porte du bureau s'est rouverte. Cette fois, c'était Léon, le directeur de l'usine. Didier a levé les yeux, épuisé. « De quoi as-tu besoin, Léon ?» Léon s'est approché et a posé une enveloppe blanche sur le bureau. « Je donne ma démission, avec effet immédiat. » Didier a cru mal entendre. « Quoi ? Tu démissionnes ? Pourquoi ?» Léon l'a regardé longtemps, ses yeux lourds de déception. « Didier, je suis là depuis le premier jour. J'ai vu Hélène vider son fonds fiduciaire, travailler sans relâche et sacrifier sa jeunesse pour construire cet endroit pour toi, et je t'ai vu devenir quelqu'un que je ne respecte pas. » Didier est resté assis, abasourdi. Léon n'avait pas terminé. Ces 3 derniers mois, alors que cette entreprise était en train de sombrer, Hélène essayait discrètement de colmater les brèches. Et toi ? Tu étais occupé à faire voler ta secrétaire adolescente à la Côte d'Azur. Chaque mot était comme une gifle physique pour Didier. Tu croyais que les gars de l'atelier ne savaient pas, a ricané Léon. Nous savions tous. Nous avons juste gardé le silence. Didier a serré les poings, son visage rougissant, mais il n'a pas pu former un seul mot de défense. Parce que Léon avait raison. Avant de partir, Léon a fait une pause à la porte et a regardé une dernière fois. Il y a des choses dans cette vie qu'une fois que tu les as jetées, tu ne peux jamais les racheter. La porte s'est refermée. Didier est resté seul dans le vaste bureau, soudain glacial. Dehors, la pluie a commencé à battre le verre. Son téléphone a vibré à nouveau. C'était sa mère. Sa voix était extatique. « Didier, je viens de verser la compte pour le golf club pour la réception de mariage. Amène Victoire pour un dîner de célébration ce week-end. » Didier a regardé la pluie d'un air absent. Pour la première fois, entendre parler du mariage ne lui apportait aucune joie. Au lieu de cela, une vague de terreur massive et suffocante s'est abattue sur lui. Il sentait que quelque chose de catastrophique s'approchait de lui, et il était absolument impuissant à l'arrêter. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, j'étais assise dans une élégante salle de conférence du centre-ville avec mon père et Léon. Des dizaines de dossiers juridiques étaient étalés sur la grande table en chêne. Des documents que j'avais discrètement conservés pendant des années. Mon père a posé une main chaleureuse sur mon épaule. Il m'a regardé doucement. « Hélène, tu as encore une chance d'arrêter ça. » J'ai regardé les piles de papier, puis le panorama pluvieux. Après quelques secondes, j'ai lentement secoué la tête. « Papa, je lui ai donné beaucoup trop de chance. » Et à ce moment précis, un appel de la banque est arrivé. Le contenu de cet appel a fait figer tout le monde dans la pièce, car il impliquait une somme d'argent secrète massive dont même Didier ne connaissait pas l'existence. L'appel de la banque est arrivé alors que la pièce était si silencieuse que j'entendais la pluie taper sur la vitre. Mon père venait de poser son café. Léon révisait un manifeste d'équipement. Je regardais le classeur ouvert devant moi. L'interlocutrice était Mégane,
la responsable de compte senior de la banque que notre entreprise utilisait depuis des années. Elle parlait méthodiquement, maintenant son ton professionnel, mais je percevais une trace d'hésitation, probablement parce qu'elle connaissait la réalité délicate de ma situation familiale actuelle. Hélène, a commencé Megan, je révisais les grands livres historiques que votre avocate a demandés. Il y a une transaction spécifique d'il y a 4 ans, un virement de 100 000 € de votre compte fiduciaire personnel vers le compte d'exploitation de l'entreprise. Je m'en souviens, ai-je dit. Eh bien, elle n'a jamais été enregistrée comme un apport en capital ou un prêt d'actionnaire. Votre ancienne équipe comptable l'a entièrement mal classée comme revenu brut d'une facture fictive. Si vous en avez besoin, notre équipe juridique peut fournir les traces de virement officiel et l'affidavit pour corriger le dossier. J'ai fermé les yeux. Je me souvenais clairement de ces 100 000 €. Il y a 4 ans, l'usine avait décroché une commande massive d'une entreprise de fourniture de champs pétroliers. Didier était si extatique qu'il ne pouvait pas dormir. Mais quand il a fallu se procurer l'acier brut, nous étions à court. Il était assis dans notre salon, se tenant la tête dans les mains, terrifié à l'idée que la perte de cet accord nous ruine. Je n'ai pas hésité. J'ai viré l'argent. Je lui ai même dit, nous sommes mariés. Nous n'avons pas besoin de reçu. Avec le recul, c'était la naïveté pathétique d'une femme aveuglée par l'amour. J'ai remercié Megan et j'ai raccroché. La pièce était silencieuse. Mon père m'a regardé longtemps avant de parler, tu vois, Hélène, les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ils changent petit à petit. Chaque fois que tu fais des compromis, chaque fois que tu leur fais confiance, chaque fois que tu supposes qu'ils ont une conscience. J'ai regardé mes mains. Ses mains avaient préparé les repas de Didier, signé ses premiers baux commerciaux, viré de l'argent pour le sauver de la ruine et pris soin de ses parents quand ils étaient malades. Et à la fin, ils m'ont jeté comme une ordure. La douleur sourde avait disparu. La seule chose qui restait en moi était de la glace. Je me suis tourné vers mon avocat, Benoît, qui était assis à ma droite. Benoît, ajoute ces 100 000 € au dossier de récupération des actifs. En outre, déclenche un audit forensique de toutes les transactions majeures des 5 dernières années. Tout ce qui est légalement ma propriété distincte, tout ce qui a été détourné, je veux que ce soit récupéré. Exécute tout selon les règles. Benoît a hoché la tête. Compris. Hélène, avec la trace écrite de la banque, prouver la source des fonds est une preuve irréfutable en Occitanie, mais vous devez être préparé. Quand Didier sera frappé par ça, les retombées vont être explosives. J'ai souri faiblement. Laisse-le exploser. Je ne recule plus. Mon père m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de fierté. À ses yeux, j'étais probablement toujours la petite fille qui courait dans la cuisine après l'école. Maintenant, j'étais une femme calculant cliniquement comment démanteler un homme qui l'avait trahi. Mais la vie est ainsi. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'en traversant le feu soi-même. De retour à l'entreprise, Didier était en train de perdre la tête. Après le départ de Léon, Didier a frénétiquement appelé son directeur des ventes, ses chefs de production et son chef comptable. La moitié d'entre eux n'ont pas répondu. L'autre moitié lui a donné des réponses vagues et évasives. Didier était habitué à être le centre de gravité. Il était habitué à marcher sur l'atelier et à ce que tout le monde s'incline devant lui, il croyait sincèrement qu'il était le roi irremplaçable du château. Mais alors que son contrôle lui échappait comme du sable, il a commencé à réaliser que son pouvoir était construit sur une fondation qui ne lui appartenait pas. À 17 h, Victoire a fait irruption dans le bureau de Didier. Elle n'a pas frappé. Elle tenait son téléphone, boudant comme une enfant gâtée. « Didier, pourquoi n'as-tu pas viré l'argent ? L'agent immobilier m'a appelé 2 fois. Quelqu'un d'autre va faire une offre sur le condo. » Didier a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang à cause du stress. « Victoire, l'entreprise traverse une crise aujourd'hui. Le condo va devoir attendre. » Victoire s'est figée. C'était probablement la première fois que Didier lui disait non. Elle s'est approchée et lui a posé une main sur l'épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas ? N'as-tu pas dit qu'une fois que tu divorcerais de la vieille bique, tout serait à toi ? Tu as dit que tu aurais la maison, l'usine, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'un acompte de 25 000 €? Didier a repoussé sa main. J'ai dit que ça devait attendre. Le visage de Victoire est instantanément passé de doux à venimeux.
Tu me cries dessus? Didier s'est levé, faisant les 100 pas dans la pièce. Je ne te crie pas dessus, mais as-tu la moindre idée de ce qui arrive à mon entreprise en ce moment? Victoire a croisé les bras. Tout ce que je sais, c'est que tu as fait une promesse. Je me fiche de tes problèmes d'affaires. Si tu ne peux pas me fournir le style de vie que tu m'as promis, pourquoi m'as-tu fait attendre que tu divorces? Cette phrase a frappé Didier comme un train de marchandises. En une fraction de seconde, la façade est tombée et il a vu la vraie Victoire, mais son ego et son besoin désespéré d'être adoré par une jeune et belle fille l'ont poussé à se faire des illusions. Il s'est convaincu qu'elle faisait juste une crise de colère. Il a baissé la voix. Victoire, écoute-moi. Laisse-moi juste régler ces problèmes de trésorerie et je m'occuperai de toi. Je te le promets. Victoire l'a regardé, puis a laissé échapper un rire moqueur et aigu. Didier, je ne suis pas une petite fille. Une femme veut de la sécurité. La sécurité, c'est de l'argent, un acte de propriété et une bague en diamant. Pas des promesses en l'air. Elle a attrapé son sac, a tourné les talons et est sortie, laissant Didier debout au milieu de la pièce, furieux et complètement désemparé. Ce soir-là, lorsque Didier est rentré chez lui, sa mère était dans le grand salon, recevant quelques voisins pour du vin. Elle riait bruyamment, se vantant que son fils allait épouser une jeune et belle fille, affirmant que son ancienne belle-fille était une femme frigide qui ne savait pas garder un homme et méritait d'être jetée. Didier est entré, le visage sombre comme un orage. En le voyant, sa mère a rayonné. Tu es rentré. Je disais justement aux dames que tu te mariais avec Victoire. Je pense que nous allons organiser un grand événement traiteur au golf club. Vraiment? Montre à tout le monde à quel point tu réussis. Maman, laisse tomber. Pas maintenant, a murmuré Didier, épuisé. Sa mère a eu l'air offensée. Pourquoi pas? Tu es divorcé. Que attends-tu? Son père a froncé les sourcils au-dessus de son journal. Un vrai homme est décisif, Didier. Victoire est jeune. Si tu traînes les pieds, elle pourrait changer d'avis. En entendant cela, Didier n'a fait que se sentir plus mal. Il n'osait pas dire à ses parents que l'entreprise s'effondrait. Il ne pouvait pas admettre qu'il était ruiné. Il avait passé des années à jouer le rôle du titan autodidacte devant eux. L'homme qui pouvait jeter une femme comme un vieux manteau et garder le château. Je suis fatigué. Je vais me coucher, a-t-il marmonné. Mais sa mère n'a pas voulu lâcher prise. Hélène a-t-elle enfin sorti toutes ses affaires d'ici? Je veux que des entrepreneurs viennent demain pour arracher ces affreux tapis et repeindre pour que tout soit frais pour Victoire. Didier s'est arrêté net dans les escaliers. Un frisson a parcouru sa colonne vertébrale. Il s'est soudain souvenu que l'acte de propriété de cette maison se trouvait au nom d'Hélène. Elle l'avait acheté avec l'argent de sa fiducie avant qu'il ne soit légalement marié. Bien sûr, son nom figurait sur certaines factures de services publics, mais le titre de propriété, l'hypothèque, les virements bancaires, tout était à elle. S'il ne possédait même pas la maison dans laquelle il dormait, qu'est-ce qu'il possédait? Didier n'a pas dormi de la nuit. Il a appelé une douzaine de ses proches amis golfeurs pour demander des prêts relais à court terme. Chacun d'eux a poliment décliné. Certains ont affirmé être illiquides. D'autres ont dit qu'ils vérifieraient le mois prochain. Un gars a raccroché au moment où Didier a mentionné le montant en euros. Didier est resté assis dans son bureau à domicile jusqu'à l'aube. L'audit urgent était posé sur son bureau à côté d'un téléphone débordant de messages de Victoire. Chacun d'eux exigeant le condo, la bague ou de l'argent. Pendant ce temps, Hélène, la femme qui avait discrètement résolu chaque crise qu'il avait jamais affrontée, était partie. Le lendemain matin, alors que mon père, l'avocat Benoît et moi étions chez le notaire pour finaliser les ordonnances de récupération des biens, mon téléphone a vibré. C'était Didier. J'ai regardé son nom clignoter à l'écran. J'ai laissé sonner. Il a appelé une deuxième fois. Je l'ai ignoré. Au troisième appel, j'ai finalement répondu. La voix de Didier était rauque et frénétique. Hélène, où es-tu? Il faut qu'on parle. J'ai regardé les documents légaux devant moi, ma voix parfaitement neutre. Nous n'avons rien à nous dire. Didier est resté silencieux pendant quelques secondes avant de baisser la voix. Pour la première fois depuis longtemps, l'arrogance avait disparu. Je sais que j'ai dit des choses dures l'autre soir, mais nous avons été mariés pendant 5 ans.
Il n'y a pas besoin d'être aussi impitoyable. J'ai laissé échapper un doux rire. Didier, quand tu m'as jeté les papiers de divorce au visage et m'as dit de partir les mains vides, as-tu pensé que nous étions mariés depuis 5 ans? Silence de mort à l'autre bout du fil, j'ai parlé lentement, articulant chaque mot. Tu voulais le divorce. Je te l'ai donné. Tu voulais épouser Victoire. Je ne t'arrête pas. Mais ce qui est à moi, je le reprends. Chaque centime. La colère de Didier a éclaté. Hélène, ne me pousse pas. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair et lumineux. Je ne te pousse pas, Didier. Je te laisse juste tomber. J'ai raccroché. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'immédiatement après cet appel, Didier a conduit furieusement à la banque pour vérifier les comptes de l'entreprise. Et en moins d'1 heure, il découvrirait que l'argent qu'il avait secrètement détourné deviendrait la clé qui ouvrirait la dernière porte à sa destruction totale. Après avoir raccroché ce matin-là, je n'ai plus pensé à Didier. Certaines personnes occupent votre esprit chaque jour quand vous êtes avec elles. Mais au moment où vous lâchez vraiment prise, toutes leurs excuses, leurs menaces et leur désespoir ne provoquent même pas une ride dans votre cœur. Mon père, Benoît et moi avons continué à travailler avec le notaire. Chaque document était vérifié 3 fois. Chaque facture était vérifiée une dernière fois. Je savais que ce qui me protégerait n'était pas les larmes ou la nostalgie, mais une préparation juridique à toute épreuve. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Didier avait conduit comme un fou jusqu'à sa banque. Dès qu'il avait quitté l'usine, sa seule pensée était de prouver que je bluffais, que mes menaces n'étaient que les tactiques de vengeance hystérique d'une ex-femme éconduite. Il ne pouvait pas concevoir que la femme qui s'était soumise à lui pendant 5 ans puisse être aussi chirurgicale dans son exécution. Mais la réalité ne se soucie pas de l'ego d'un homme. Beaucoup confondent le silence avec la faiblesse. En vérité, plus une personne reste silencieuse, plus sa frappe est dévastatrice quand elle se lève enfin. Didier a fait irruption dans la succursale VIP de la banque, l'air maniaque. Mégane, la responsable de compte, a fait une pause en le voyant. Didier avait l'habitude d'entrer ici comme un milliardaire de la technologie. Aujourd'hui, ses yeux étaient injectés de sang, ses cheveux ébouriffés, sa chemise de créateur froissée. Didier, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'un relevé complet des comptes d'exploitation de l'entreprise, maintenant, a-t-il exigé. Mégane lui a demandé de s'asseoir et a consulté ses profils. Quelques instants plus tard, son expression s'est tendue. Didier, les comptes de l'entreprise sont actuellement restreints, certains virements sortants sont gelés. Didier a bondi de sa chaise. Gelés? Par qui? En raison d'un litige juridique actif concernant la capitalisation et la propriété des actifs. C'est impossible, a-t-il claqué sa main sur son bureau. Je suis le PDG. C'est mon entreprise. Mégane l'a regardé calmement. Didier. Les dépôts légaux montrent clairement que la majorité des immobilisations sont enregistrées sous la SARL distincte d'Hélène ou ont été financées directement via son fonds fiduciaire prénuptial. La banque est légalement obligée de geler les actifs contestés jusqu'à ce qu'un juge les débloque. Des sueurs froides ont coulé dans le dos de Didier. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était son directeur des achats. L'homme criait presque, « Didier, nous avons un énorme problème. » Quoi encore? Les fournisseurs d'acier viennent d'arrêter toutes nos expéditions. Didier a bondi. Pourquoi? Paye juste la putain de facture en souffrance. Ce n'est pas juste une facture. Le directeur a paniqué. Il réclame toute la dette due. Toute la dette. C'est juste quelques milliers d'euros, n'est-ce pas? Non, Didier. C'est 1,2 million d'euros. Didier a senti l'air lui manquer. Soudain, les rapports financiers qu'il n'avait jamais pris la peine de lire lui ont traversé l'esprit. Pendant 2 ans, il ne s'était soucié que du chiffre d'affaires brut. Il pensait que tant que l'argent rentrait, ils étaient riches. Il avait complètement ignoré les comptes fournisseurs qui s'accumulaient. Il a raccroché et a frénétiquement composé le numéro de Thomas, le directeur financier. Pas de réponse. Il a rappelé. Toujours rien. Au 3e essai, Thomas a finalement décroché. Thomas, où diable es-tu? La voix de Thomas était glaciale. Je suis au RH, Didier. Je signe mes papiers de départ.
Didier a cru qu'il hallucinait. Tu démissionnes? Es-tu fou? Je ne suis pas fou, Didier. Je sais juste reconnaître un navire qui coule. Thomas a raccroché. Didier est resté debout au milieu du hall de la banque, ses jambes devenant de la gelée. Pendant des années, chaque fois qu'une crise frappait, il supposait qu'il pouvait simplement m'appeler et que je réglerais le problème. Maintenant, la personne dont il avait désespérément besoin était exactement la personne qu'il avait impitoyablement coupée de sa vie. À midi, les choses ont empiré. Victoire a appelé. Sa voix était trop excitée. Didier, je viens de trouver le plus beau Range Rover chez le concessionnaire. Didier s'est frotté les yeux. Victoire, je gère une crise. Tu gères toujours une crise. Tu ne m'as pas envoyé de message de toute la matinée. Je t'ai dit que l'entreprise avait des problèmes. Victoire est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a posé la question qui l'a anéantie. As-tu encore de l'argent? Didier s'est figé. Une prise de conscience nauséabonde l'a envahi. Il avait l'habitude de penser que Victoire l'aimait pour lui. Mais dernièrement, chaque mot qui sortait de sa bouche concernait des condos, des voitures, des diamants, des mariages et de l'argent. Didier a dégluti difficilement. Si l'entreprise coule pendant un petit moment, m'attendras-tu? Silence de mort. Puis Victoire a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était plus mignon. Didier, arrête de plaisanter. Sérieusement, es-tu fauché? Didier n'a pas pu répondre. Le silence s'est étiré pendant 10 secondes agonisantes. Victoire a raccroché juste comme ça. Pas d'au revoir, pas de réconfort, pas une seule question pour savoir s'il allait bien. Didier s'est effondré dans un fauteuil du hall. Pour la première fois, il s'est souvenu de nos premières années. Quand l'entreprise n'était rien, je marchais avec lui sous la pluie. Je mangeais des ramen instantanés avec lui. J'ai vendu ma propre voiture pour payer la masse salariale. Quand son père a été hospitalisé, j'ai dormi sur une chaise en plastique d'hôpital pendant 3 jours et 3 nuits. Refusant de partir, même pour me doucher. La fille pour qui il a sacrifié son mariage n'a même pas pu rester à ses côtés pendant 5 minutes de difficulté. Cet après-midi-là, Didier est rentré chez lui, complètement vidé. Mais ce qui l'attendait était encore plus terrifiant. Garés dans l'allée de la maison de luxe se trouvaient 2 énormes camions de déménagement. Une équipe de déménageurs professionnels transportait des meubles. Le lustre en cristal du hall était en train d'être chargé. La table à manger sur mesure en bois dur était déjà dans le camion. Didier a sprinté à travers la pelouse. « Et, qu'est-ce que vous foutez ?» Le contremaître lui a tendu un presse-papier avec un manifeste approuvé par le tribunal. Exécution d'un ordre de reprise de possession. Ces articles sont la propriété légale exclusive de mademoiselle Hélène Sterling. Sa mère est sortie de la maison en hurlant à plein poumon, « Voleur ! Il nous vole !» Mais lorsque le contremaître leur a montré les documents légaux, les factures, les virements bancaires, les titres de propriété, tous clairement à mon nom, ses parents sont restés bouche bée. Didier est resté sur l'allée, regardant sa vie être emballée dans des cartons. Il a finalement compris. Pendant 5 ans, il s'est cru le roi du château. Mais au moment où la vraie propriétaire est venue réclamer, il a réalisé que tout ce dont il se vantait était construit à mes dépens. Tard ce soir-là, alors que le dernier camion s'éloignait, l'énorme maison ressemblait à un tombeau. Sa mère s'est effondrée sur une chaise pliante bon marché, sanglotant et jurant. Son père était pâle et silencieux. Didier est resté là. Son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Il a répondu. C'était l'avocat Benoît. Didier, c'est un appel de courtoisie. Demain matin à 8 heures, ma cliente et une équipe de reprise de possession arriveront à l'usine de fabrication pour auditer et saisir ses actifs physiques. Didier a cessé de respirer. Tous? Oui, y compris les principaux centres d'usinage CNC. Le cœur de Didier a chuté dans son estomac. Il savait mieux que quiconque. Si ces machines quittaient l'atelier, l'usine était morte. Et quand cela arriverait, les dettes impayées, les commandes en attente et les clients en colère déclencheraient une avalanche qui l'enterrerait vivant. Cette nuit-là, Didier n'a pas dormi une seconde. Il est resté assis dans son bureau à domicile vide, fixant une tasse de café froide et l'audit financier qui avait ruiné sa vie. Tout allait si vite.
Il n'avait même pas encore digéré ses erreurs avant que les conséquences ne lui arrachent tout. En bas, sa mère appelait frénétiquement des proches, pleurant et jouant la victime. Elle racontait à tout le monde que j'étais une femme sans cœur, cupide, déterminée à détruire son fils, affirmant que je volais des choses qui n'étaient pas les miennes. Mais ce qui la terrifiait vraiment, ce n'était pas l'absence des meubles. C'était la réalisation que le mode de vie somptueux qu'elle pensait être son droit de naissance n'avait jamais réellement appartenu à sa famille. Pendant des années, elle s'était pavanée au golf club, agissant comme la matriarche d'une dynastie. Elle se vantait de son fils génial. Elle n'a jamais mentionné que mes parents étaient ceux qui avaient tiré Didier de la misère. Les gens s'habituent trop à vivre sur un piédestal et oublient qui a construit les escaliers. À 6 heures du matin, Didier a reçu un appel frénétique de son chef d'atelier. « Didier, descends ici tout de suite. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Ils sont là. » Didier s'est levé d'un bond. « Qui ?» ?»« Les agents de recouvrement et les avocats. » 20 minutes plus tard, les pneus de Didier ont crissé alors qu'il s'arrêtait devant l'usine. 3 énormes semi-remorques à plateau étaient garés devant. Une équipe d'avocats, un notaire et des gréeurs de machines lourdes étaient déjà en train de démonter les machines CNC sur l'atelier de production. Au centre de tout cela, il y avait moi. Je portais un simple tailleur pantalon beige, mes cheveux attachés en une queue de cheval soignée. Mon expression était aussi calme que si je révisais un contrôle d'inventaire de routine. À ce moment-là, Didier a eu l'impression de regarder une étrangère. Pendant des années, il ne m'avait vu qu'à la cuisine, au salon, en arrière-plan. Il avait complètement oublié qu'avant d'être sa femme, j'étais une cadre supérieure formée par mon père pour diriger un empire. Didier s'est précipité. Hélène. Je me suis retourné, mes yeux froids. Puis-je vous aider ? Il a montré du doigt les gréeurs qui démantelaient les centres CNC. Vas-tu vraiment faire ça ? J'ai regardé les machines. Ces machines généraient 80% des revenus de l'usine. Elles avaient également été entièrement payées par ma SARL personnelle. Que me suggérez-vous de faire ? Ai-je demandé calmement. Didier a serré la mâchoire. Au moins, donne-moi un peu de temps. Du temps ? J'ai ri doucement. As-tu manqué de temps ces 5 dernières années, Didier ? Il s'est étranglé avec ces mots. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai parlé lentement. Didier, si j'avais été celle qu'on a jetée de la maison ce soir-là, m'aurais-tu donné du temps ? Il n'a pas pu répondre. Nous connaissions tous les deux la vérité. Si je ne m'étais pas préparé, si je n'avais pas gardé la trace écrite, je vivrais dans un motel en ce moment. Pendant qu'il sabrait le champagne avec Victoire, un chef gréeur s'est approché. Mademoiselle Sterling, les numéros de série correspondent au manifeste. Nous sommes prêts à hisser. J'ai hoché la tête. Procédez. Le bruit des perceuses et des lourdes chaînes a résonné dans l'entrepôt. Chaque bruit métallique était un marteau frappant le crâne de Didier. Il est resté là, le visage complètement vidé de sang, regardant son entreprise être physiquement démantelée. À ce moment-là, une Mercedes rouge s'est arrêtée au quai de chargement. Victoire est sortie. Elle portait de grandes lunettes de soleil et une robe de créateur, complètement ignorante de ce qui se passait. Quand elle a vu les plateaux et les machines manquantes, elle a halté. Didier, qu'est-ce qui se passe ? Didier n'a pas répondu. Victoire a couru, a vu les machines être chargées, puis m'a fusillé du regard. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'ai regardée, complètement indifférente. Je reprends ma propriété légale. Victoire a froncé les sourcils. Tu dois être si vindicative. En entendant cela, quelques gréeurs ont éclaté de rire. Même l'avocat Benoît a secoué la tête d'incrédulité. C'était probablement la première fois dans la vie de Victoire qu'elle faisait face aux conséquences réelles de ses actions. Je l'ai regardée sans aucune pitié. J'ai accepté le divorce exactement comme Didier le voulait. Je récupère légalement les biens que j'ai payés. Je n'ai insulté personne. Je n'ai calomnié personne et je n'ai enfreint aucune loi. Qu'est-ce qui est exactement vindicatif ? La bouche de Victoire s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Parce que j'avais raison. L'humiliation a finalement explosé en Didier. Il a attrapé Victoire par le bras et l'a tiré à part. Rentre chez toi. Tu me dis de partir ? J'ai dit rentre chez toi, a-t-il hurlé. C'était la première fois qu'il élevait la voix contre elle.
Victoire a sursauté. Elle l'a regardé pendant quelques secondes, son visage devenant glacial. Bien. Débrouille-toi tout seul. Elle a fait demi-tour, est montée dans sa Mercedes et a filé. Elle n'a pas demandé si elle pouvait aider. Elle n'a pas demandé ce qu'il adviendrait de l'entreprise. Elle n'a même pas demandé s'il allait bien. Didier a regardé ses feux arrière disparaître, un vide profond s'ouvrant dans sa poitrine. Il s'est soudain souvenu de l'année où il avait subi une grave commotion cérébrale sur le sol de l'usine. J'étais resté à son chevet pendant 3 jours et 3 nuits. Refusant de partir, même pour me doucher. La fille pour qui il avait ruiné son mariage n'a même pas pu rester à ses côtés pendant 5 minutes de difficulté. Vers 10 heures du matin, le cauchemar s'est intensifié. Un convoi de vendeurs et de fournisseurs est arrivé aux portes d'entrée, brandissant des factures impayées et des contrats rompus. La dette était stupéfiante. Il ne l'appelait plus « Monsieur Didier » avec respect. Il criait, exigeant de l'argent et menaçant de poursuites. C'était le chaos absolu. Au milieu des cris, le téléphone de Didier a sonné. C'était la banque. Didier, votre ligne de crédit commercial a violé ses engagements. Nous appelons le prêt. Vous devez vous présenter à la succursale aujourd'hui. Didier s'est senti s'enfoncer dans des sables mouvants. Plus il se débattait, plus il s'enfonçait. L'usine était morte. Les clients étaient partis. Les vendeurs étaient avides de sang. La banque saisissait. À midi, les gréeurs avaient fini de charger les plateaux. J'ai signé les formulaires de libération finale. L'avocat Benoît m'a remis le registre des actifs mis à jour. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Mais au moment où j'allais partir, mon téléphone a vibré. C'était Henri, le PDG d'une grande entreprise de construction en Occitanie et l'un de nos plus anciens clients. Après une conversation de 5 minutes avec lui, mon expression a complètement changé. Ce que Henri m'a dit a révélé un énorme secret de plusieurs millions d'euros que même moi n'avais pas découvert. Un secret impliquant de l'argent siphonné de l'entreprise pendant 2 ans. Et la personne derrière cela n'était pas seulement Didier. C'était Victoire. La révélation m'a laissé assise en silence pendant longtemps. Henri avait toujours traité directement avec moi au début. Après que je me sois retiré, toutes ces communications sont passées par Victoire. Je n'y ai rien pensé, mais ce que Henri venait de confesser a changé toute la narration. « Hélène, je dois te demander quelque chose de manière informelle », avait dit Henri au téléphone. « Savais-tu que ton entreprise émettait des factures fictives ?» Je me suis figé. « Des factures fictives ?» Oui, a soupiré Henri. Je pensais que tu savais, c'est pourquoi je n'en ai jamais parlé. Mais en voyant les conséquences maintenant, je suppose que tu n'en avais aucune idée. J'ai serré mon téléphone fermement. Dis-moi exactement ce qui s'est passé, Henri. Au cours des 2 dernières années, chaque fois que nous renouvellions un contrat, cette jeune assistante de Didier, Victoire, nous demandait d'ajuster les valeurs des factures. Ajuster comment ? L'argent réel que nous avons payé était plus élevé que le chiffre sur le contrat officiel que vous nous avez envoyé. L'estomac m'a noué. Dans la fabrication, décaisser quelques milliers d'euros ici et là sur des dizaines de contrats sur 2 ans représente une somme d'argent astronomique. Je pensais que Didier construisait peut-être un fonds occulte pour le lobbying d'entreprise ou quelque chose comme ça, alors je n'ai pas posé de questions, a poursuivi Henri. Mais en voyant à quel point l'entreprise est ruinée, cet argent n'est clairement pas allé dans l'entreprise. Après avoir raccroché, je suis resté complètement immobile. Benoît a remarqué mon visage pâle. Qu'est-ce qui s'est passé, Hélène ? Je lui ai tout raconté. Quand mon père l'a entendu, son visage s'est assombri d'un froncement de sourcils. Si c'est vrai, nous parlons d'un détournement de fonds massif de l'entreprise. J'ai hoché la tête. En vérité, j'avais eu des soupçons il y a des mois, mais aucune preuve concrète. Maintenant, les pièces du puzzle s'assemblaient. Je me suis souvenu de la rotation sans fin de sacs Chanel et Hermès de Victoire, de ses voyages somptueux à Dubaï, des bracelets tennis en diamant, des choses qu'une secrétaire de 19 ans ne pourrait jamais se permettre avec un salaire de 45 000 euros. J'avais interrogé Didier à ce sujet une fois. Il l'avait défendu, disant que les jeunes filles aimaient simplement les belles choses. Que j'étais paranoïaque et jalouse. Maintenant, je réalisais que certaines choses n'apparaissent pas par magie. Cette nuit-là,
Benoît et son équipe de comptables légistes ont épluché les contrats des 2 dernières années. Les résultats étaient stupéfiants. Dans les 11 premiers contrats qu'ils ont audités, ils ont trouvé des centaines de milliers d'euros d'écart hors comptabilité. Le montant total détourné approchait le million d'euros. Ce chiffre a fait taire même mon père. Il m'a regardé doucement. « Hélène, veux-tu engager des poursuites pénales ?» J'ai regardé la pile de factures frauduleuses et j'ai lentement hoché la tête. « Papa, je ne me soucie pas de la vengeance, mais j'exige la vérité. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Didier vivait un enfer. L'usine était une ville fantôme. Les machines étaient parties. Les employés avaient démissionné en masse. Les poursuites judiciaires pleuvaient. Les amis ne répondaient pas à ses appels. Ce soir-là, il s'est traîné dans sa maison vide et résonnante. Sa mère était assise à l'îlot de la cuisine, l'air furieux. « Didier, j'ai besoin de la vérité. » Elle a claqué des doigts en le voyant entrer. « Me caches-tu quelque chose sur l'entreprise ?» Didier s'est effondré sur un tabouret de bar. « Maman, s'il te plaît, pas maintenant. » Elle a claqué sa main sur le comptoir. « Ne me dis pas maintenant. La directrice de la banque m'a appelé aujourd'hui. Elle a dit que ton entreprise est en train de sombrer sous les dettes. » Didier a levé les yeux brusquement. « La banque t'a appelé ? » « Oui. » Son père est entré dans la cuisine, le visage sombre. « Dis-nous la vérité, Didier. À quel point c'est grave ?» Pour la première fois de sa vie, Didier ne savait pas quoi dire à ses parents. L'illusion était brisée. Il ne pouvait même pas comprendre son propre effondrement. Voyant son silence, sa mère a commencé à paniquer. « Didier, parle. Fais-tu faillite ?» « Non » a crié Didier en se levant, mais même lui n'y croyait pas. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était Victoire. Sa mère a vu l'identifiant de l'appelant et l'a immédiatement poussé. « Réponds. Ne laisse pas la pauvre fille mal comprendre ce qui se passe. » Didier a hésité, puis a décroché. Avant qu'il ne puisse dire bonjour, la voix de Victoire a coupé comme de la glace. « Où es-tu ? » À la maison. Viens à mon appartement. Maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Viens, c'est tout. Elle a raccroché. Didier a senti un nœud d'anxiété se resserrer dans sa poitrine. 40 minutes plus tard, il a déverrouillé la porte de l'appartement de luxe de Victoire. En entrant dans le salon, il s'est figé. Assis sur le canapé en velours, il y avait un jeune homme à l'allure soignée, dans un costume Zegna sur mesure, portant une montre Richard Mille qui coûtait plus que l'ensemble du salaire restant de Didier. Avant que Didier ne puisse parler, Victoire a croisé les bras. « Didier, voici Cédric. » L'homme a souri doucement. « Ravi de vous rencontrer, Didier. » L'atmosphère dans la pièce était toxique. Didier a regardé Victoire. « Qui est-ce ? » « Nous nous voyons, » a dit Victoire d'un ton plat. C'était comme un coup de batte de baseball aux côtes. Didier ne pouvait pas respirer. « De quoi diable parles-tu ? » Cédric n'a même pas sourcillé. Je pense que Victoire a été claire. « Didier, nous sommes ensemble. » Didier a tourné son regard furieux vers Victoire. « Et moi ? » Victoire a levé les yeux au ciel. « Et toi ? Nous ne sommes pas mariés. Je peux sortir avec qui je veux. » Le sang de Didier a bouilli. « J'ai divorcé de ma femme pour toi. J'ai gâché ma vie pour toi. » Victoire l'a interrompu sèchement. « Arrête avec ça. Personne ne t'a mis un pistolet sur la tempe et ne t'a forcé à divorcer d'Hélène. Tu as choisi ça. » La pièce est devenue silencieuse. Cédric est resté assis, complètement indifférent, rendant l'humiliation encore pire. « Honnêtement, Didier, » a ricané Victoire. « Je pense que c'est fini entre nous. Je n'ai jamais promis que je t'épouserais de toute façon. » Chaque mot tranchait une nouvelle artère. Didier a regardé la femme pour qui il avait réduit son royaume en cendres. Elle n'essayait même plus de cacher son intention de profiter de lui. Il s'est soudain souvenu de ce que je lui avais dit un jour, « Certaines personnes vous aiment pour qui vous êtes. Certaines personnes vous aiment pour ce que vous pouvez leur donner. Quand vous perdez tout, vous découvrez qui est qui. » Didier est resté là longtemps, puis s'est retourné et est sorti.
Pour la première fois de sa vie, il s'est senti comme le plus grand idiot de la planète. Mais ce n'était même pas le plus grand choc, car à ce moment précis, mon équipe juridique avait fini de retracer les fonds détournés. Et le rapport bancaire que Benoît m'a remis a révélé que le compte offshore recevant l'argent détourné n'appartenait pas à Victoire. Il n'appartenait pas non plus à Didier. Il appartenait à quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Ma belle-mère. J'ai fixé l'écran lumineux pendant longtemps sans dire un mot. Honnêtement, si l'argent était allé à Victoire, je n'aurais pas sourcillé. Une fille de 19 ans obsédée par les marques de luxe et les modes de vie de designer, détournant de l'argent d'un homme plus âgé crédule, histoire vieille comme le monde. Mais voir le nom de ma belle-mère comme bénéficiaire principale de ce compte caché, m'a laissé plus profondément dégoûté qu'en colère. Pendant 5 ans, j'ai traité cette femme comme ma propre mère. Quand elle a eu besoin d'une opération du dos, j'ai pris 2 semaines de congé pour la baigner et changer ses bandages. Quand le père de Didier a eu un léger AVC, c'est moi qui le conduisais à la physiothérapie à 6 heures du matin. Chaque Thanksgiving, chaque Noël, j'achetais tous les cadeaux pour leur famille élargie. Je n'aurais jamais imaginé que la femme qui m'appelait sa chère fille empochait discrètement de l'argent détourné de l'entreprise même que j'avais financée avec mon propre argent. Benoît a poussé un grand livre imprimé sur le bureau. Hélène, nous l'avons vérifié. Au cours des 2 dernières années, il y a eu 17 virements bancaires acheminés via des fournisseurs fictifs directement sur le compte privé de votre belle-mère. Des montants allant de 30 000 € à plus de 100 000 €, totalisant environ 900 000 €. Mon père, assis à côté de moi, a poussé un soupir lourd. Saboter activement sa propre belle-fille à ce point, c'est juste pathétique. Je n'ai pas répondu. Des souvenirs me revenaient en mémoire. Les fois où elle se plaignait d'avoir besoin d'argent pour réparer le toit. Les fois où elle disait vouloir acheter un appartement de vacances en Floride pour sa retraite. Les fois où elle culpabilisait Didier de ne pas en faire assez pour ses parents. À chaque fois, c'était moi qui rédigeais discrètement le chèque. Je n'avais aucune idée que j'étais saigné à blanc des 2 côtés. Le téléphone de Benoît a sonné. Après une brève conversation, il m'a regardé. Hélène, encore une chose. Quoi? La banque vient de nous informer que Didier a déposé une requête d'urgence cet après-midi pour contester votre propriété des actifs repris. J'ai hoché la tête. Attendu. Un homme qui se noie s'accroche à tout. Le problème, a poursuivi Benoît, c'est que la requête inclut une déclaration sous serment de sa mère, elle s'est parjurée, affirmant que le capital initial était entièrement celui de Didier et que vous déteniez simplement les actifs en fiducie pour le patrimoine matrimonial. Mon père a laissé échapper un rire froid et sec. Où sont leurs preuves? Ils n'en ont aucune, a dit Benoît. La pièce est devenue silencieuse. Nous savions tout ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était une guerre de la terre brûlée contre des gens qui refusaient d'accepter la réalité. Pendant ce temps, dans la maison vide, Didier était assis dans le salon qui résonnait. Sa mère faisait les 100 pas nerveusement. Didier, tu dois trouver quelque chose. Tu ne peux pas la laisser tout prendre. Didier a appuyé sa tête en arrière, épuisé jusqu'aux os. Maman, tu crois que je n'ai pas essayé? Son père a froncé les sourcils. L'entreprise est-elle vraiment à ce point? Didier n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Ses supposés amis l'évitaient. Ses fournisseurs le poursuivaient en justice. Victoire l'avait échangé contre un modèle plus riche. Tout était parti. Ne t'inquiète pas, a dit sa mère frénétiquement. Je vais parler à Hélène. Je vais la faire entendre raison. Didier a laissé échapper un rire sombre et amer. Tu crois qu'elle veut entendre un mot de ta bouche? Sa mère s'est arrêtée. Didier l'a regardé avec des yeux creux. Le jour où je lui ai remis ses papiers de divorce, tu étais la personne la plus heureuse de la pièce. Tu lui as dit de partir sans rien. Tu m'as poussé à épouser Victoire et maintenant tu veux aller la supplier. Sa mère n'a eu aucune réponse. Au fond d'elle, elle savait que si les rôles étaient inversés, elle ne me pardonnerait jamais non plus. Cette nuit-là, Didier a bu jusqu'à s'effondrer. À 5 heures du matin, son téléphone a vibré. C'était Thomas, l'ancien directeur financier. Didier, il faut que tu vois ça. Voir quoi? A marmonné Didier. J'ai récupéré un journal de serveur de sauvegarde avant de partir. Retrouve-moi au restaurant de la rue du Pont-Neuf.
Une demi-heure plus tard, Didier était assis dans une cabine, sirotant un café noir. Thomas a fait glisser une clé USB sur la table. Ça contient les grands livres fantômes des 2 dernières années. Qui a-t-il dessus? Thomas l'a regardé avec pitié. Regarde par toi-même. Didier a ramené la clé à la maison, l'a branchée sur son ordinateur portable et a ouvert les fichiers. En quelques secondes, son visage a perdu toutes ses couleurs, les comptes offshore, les factures fictives, les virements bancaires, les noms. Une colonne était Victoire, l'autre colonne était sa propre mère. Près d'1 million d'euros. Didier a lu les chiffres 10 fois, son cerveau refusant de les traiter. Il a saisi son téléphone et a crié dedans. Maman, viens ici tout de suite. 10 minutes plus tard, sa mère est entrée dans le bureau, l'air terrifié. Qu'est-ce qui ne va pas? Didier a tourné l'ordinateur portable. Explique ça. Elle a regardé l'écran et est devenue pâle comme un linge. Maman, c'est quoi cet argent? Didier, laisse-moi t'expliquer. J'ai dit, c'est quoi cet argent? A hurlé Didier. C'était la première fois de sa vie qu'il criait sur sa mère. Elle a commencé à sangloter de façon incontrôlable. Je voulais juste un nid douillet. J'avais peur de vieillir. J'avais peur que tu ne puisses pas prendre soin de nous. Didier l'a regardé, horrifié. 1 million d'euros. Un nid douillet. Sa mère ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Didier a senti le sol s'ouvrir sous lui. Il pensait que la trahison de Victoire était le coup de poignard ultime. Mais sa propre mère, la femme qui me reprochait constamment de ne pas être une assez bonne épouse, qui prétendait qu'elle ne voulait que le meilleur pour son fils. Dans ce moment d'agonie, Didier a réalisé la vérité brutale. La seule personne qui avait jamais réellement protégé son entreprise n'était pas sa mère, et ce n'était certainement pas Victoire. C'était moi, la femme qui l'avait jeté. À ce moment précis, son téléphone a sonné. C'était son principal banquier commercial. Didier. J'ai de mauvaises nouvelles. Titan Construction vient d'annuler officiellement son accord cadre de service avec vous. Didier s'est effondré sur sa chaise. C'était le tout dernier contrat majeur qui maintenait l'entreprise sous assistance respiratoire. Et à ce moment précis, j'entrais dans une salle de conférence privée d'un gratte-ciel du centre-ville, invité par une coalition de nos anciens clients. Cette réunion allait décider du sort de l'équipement de fabrication que j'avais saisi, et elle allait également révéler une dernière vérité pathétique sur Didier. Je suis arrivé à la salle de conférence beaucoup plus calme que les jours qui ont immédiatement suivi le divorce. Lorsque l'on survit au pire de la douleur, l'émotion est remplacée par une clarté clinique absolue. Je ne perdais plus le sommeil à cause de Didier. J'ai arrêté de me demander pourquoi l'homme avec qui j'avais construit une vie s'était transformé en monstre. Certaines questions ne méritent pas de réponse. La réalité de leurs actions est la réponse. Les dirigeants dans la salle étaient certains des plus grands acteurs industriels d'Occitanie. Des hommes et des femmes qui me connaissaient depuis les débuts de notre start-up. Beaucoup d'entre eux avaient fait affaire avec mon père. Ils se souvenaient de moi restant éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour négocier la logistique de la chaîne d'approvisionnement afin de sauver leur marge pendant la pandémie. Quand je suis entré, ils se sont tous levés et m'ont salué avec une chaleur sincère. Cela m'a rappelé que le vrai respect ne découle pas d'un titre fantaisiste ou d'un costume sur mesure. Il se gagne par des années d'intégrité. Après quelques minutes de petite discussion, Henri, le PDG de Titan Construction, s'est penché en avant. Hélène, il y a quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont Didier opérait. J'ai hoché la tête. Allez-y. Henri a regardé autour de la table. Il y a environ 1 an, mon conseil d'administration voulait signer un énorme contrat de fabrication exclusif de 5 ans avec votre usine. Je me suis souvenu que si cet accord avait été conclu, nos revenus auraient triplé du jour au lendemain. Mais Didier m'avait dit que le client s'était retiré à la dernière seconde. Nous ne nous sommes pas retirés, Hélène. Henri a soupiré. Je me suis figé. Alors, que s'est-il passé? Henri a fait glisser un dossier sur la table contenant des fils de courriels imprimés. Pendant les négociations finales, Didier a essayé d'augmenter le prix de 30% pour empocher une énorme commission en dehors des termes de l'accord cadre. Quand nous avons refusé, il est devenu arrogant, a insulté mon vice-président des achats et a fait échouer l'accord. J'ai regardé les courriels. Cela m'a rendu malade. Non pas à cause de l'argent perdu,
mais parce que j'ai réalisé que Didier était mort il y a des années. L'homme travailleur et humble qui restait éveillé toute la nuit pour perfectionner notre premier prototype CNC était parti. Il avait été remplacé par un fraudeur avide et arrogant qui se croyait intouchable. Honnêtement, a ajouté un autre cadre, nous voulions tous continuer à faire affaire avec vous, Hélène. Mais faire face à l'ego de Didier est devenu un passif. Histoire après histoire est apparue. Offres perdues, partenaires insultés, demandes douteuses en coulisses, mauvaise gestion flagrante. J'en avais été complètement protégé parce que je m'étais retiré pour le laisser briller. À la fin de la réunion, j'ai compris pourquoi l'entreprise s'était effondrée si vite. Ce n'était pas parce que j'avais repris les machines. Ce n'était pas à cause du divorce. Les fondations s'étaient pourries de l'intérieur il y a des années. Je n'ai fait que déchirer le plaque-au-plâtre pour que tout le monde puisse voir les termites. Cet après-midi-là, de retour dans mon nouveau bureau, Benoît est entré l'air grave. Hélène, mauvaise nouvelle. J'ai siroté mon café. Qu'est-ce que c'est? La banque vient d'émettre un avis de défaut officiel sur le prêt commercial principal de Didier. Il passe au recouvrement. Je suis restée silencieuse. Le problème, a poursuivi Benoît, c'est que vous étiez la garante d'origine de cette note. J'ai souri doucement. Je l'étais, mais j'ai annulé ma responsabilité et restructuré les garanties il y a 3 mois. Vous vous souvenez? Benoît a laissé échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Benoît a souri. Dieu merci, vous l'avez fait. Si je n'avais pas vu les signes avant-coureurs il y a des mois et que je n'avais pas légalement protégé mes biens, le navire en perdition de Didier m'aurait entraîné au fond de l'océan. Pendant ce temps, l'atmosphère dans la maison était apocalyptique. Ma belle-mère avait fait une dépression nerveuse complète après avoir été prise en flagrant délit. Elle pleurait, suppliait et essayait de justifier son détournement de fonds, mais plus elle parlait, plus la situation empirait. Il s'est avéré qu'au cours des 2 dernières années, Victoire avait utilisé l'argent détourné pour acheter la loyauté de ma belle-mère, sacs de créateurs, croisières de luxe, bijoux haut de gamme, tous des pots de vin pour garder la vieille femme de son côté et la monter contre moi. Didier était assis, écoutant tout cela, le visage livide. Il a finalement réalisé que si sa mère n'avait pas activement encouragé son aventure, si elle n'avait pas constamment fait pression sur notre mariage, les choses auraient pu être différentes. Mais il était trop tard. Cette nuit-là, Didier a reçu une lettre recommandée du tribunal départemental. Plusieurs créanciers importants avaient intenté des actions civiles conjointes. Les dommages réclamés étaient astronomiques. En regardant la montagne de menaces légales, Didier a ressenti une vraie terreur viscérale. Non pas la colère d'un ego blessé, mais la froide horreur d'un homme regardant dans l'abîme de la ruine absolue. Alors qu'un orage faisait rage dehors, il est resté assis dans l'obscurité de son bureau. Il a ouvert un tiroir du bas et a trouvé un vieux carnet en cuir abîmé. C'était mon ancien grand livre d'opération de notre première année d'activité. Il a feuilleté les pages jaunies, aluminium brut commandé, salaires horaires payés, rencontre avec Henri, prêt relais garanti par papa, vendu ma Honda pour couvrir la paie de vendredi. Didier a lu les entrées pendant des heures. Finalement, il a laissé échapper un rire brisé et angoissant. Pendant des années, il s'était convaincu qu'il était le génie qui avait construit l'empire. Mais en lisant mon écriture, il a vu mon fantôme dans chaque brique de l'entreprise. Son succès n'était qu'un mirage construit sur mon sang, ma sueur et mes larmes. À ce moment précis, son téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. L'appelant a parlé brièvement, mais les mots ont laissé Didier paralysé. Une grande société de capital investissement proposait d'acheter les restes en faillite de son entreprise pour une bouchée de pain. Et le directeur associé de cette firme était mon père. Didier a tenu le téléphone longtemps après la fin de l'appel. Dehors, la pluie fouettait les vitres, emportant ce qui restait de sa fierté. Mon père voulait acheter son entreprise. Il y a 1 an, Didier lui aurait ri au nez. Mais maintenant, avec l'usine morte, la dette l'écrasant et la faillite menaçante, il n'avait plus aucun levier. Pourtant, le dernier lambeau de son ego ne pouvait pas supporter de vendre son empire à son ex-beau-père. Didier n'a pas dormi. Le lendemain matin, il m'a appelé. J'ai décroché. Hélène. Sa voix était un murmure rauque. J'ai besoin de te voir. Je suis occupé. S'il te plaît, juste 10 minutes. J'ai regardé le panorama de Lyon. Je savais que ce jour viendrait.
Les gens ne réalisent votre valeur que lorsqu'ils perdent tout. Mais alors, leur regret n'est pas de perdre l'amour. C'est de perdre l'utilité que vous leur avez fournie. J'ai accepté de le rencontrer. Cet après-midi-là, nous nous sommes assis à une table tranquille dans un café près du quartier des Arts. Didier était déjà là quand je suis arrivé. En quelques semaines, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son costume sur mesure avait été remplacé par une chemise boutonnée froissée. Il ne s'était pas rasé. De cernes sombres marquaient ses yeux. Le playboy arrogant avait disparu. Je me suis assise en face de lui. Didier m'a regardé longtemps, comme s'il cherchait la femme qu'il avait l'habitude de contrôler. Mais cette femme était morte la nuit où il lui avait remis les papiers de divorce. « Qu'est-ce que tu veux, Didier ?» ai-je demandé. Il a pris une inspiration tremblante. « Ton père veut acheter l'entreprise. »« Je sais. Je sais. Tu sais. » Il a baissé les yeux sur ses mains, tordant ses doigts. « Hélène, tu as gagné. Tu m'as battu. » Je suis restée complètement silencieuse. Je n'ai jamais considéré cela comme un jeu à gagner. Le vainqueur dans un divorce n'est pas celui qui repart avec le plus d'argent. Le vainqueur est celui qui garde sa dignité. Didier a laissé échapper un rire amer. Je pensais que tu allais pleurer. Je pensais que tu me supplierais de rester. Je pensais que tu ne pourrais pas survivre sans moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et maintenant, il a levé les yeux rouges et vitreux. Maintenant, je sais que c'est moi qui ne pouvais pas survivre sans toi. Les mots sont restés en suspens dans l'air. J'ai regardé par la fenêtre la rue animée. J'ai repensé à notre petit premier appartement. Les nuits où nous restions éveillés à faire des calculs sur un tableau blanc. Les fois où nous partagions un sandwich à 5 € parce que nous étions fauchés. C'était un beau souvenir, mais il appartenait à un homme mort. Je ne te demande pas de me reprendre, a chuchoté Didier. Je sais que je n'en ai pas le droit. Je n'ai pas tressailli, mais je dois demander. Il s'est étouffé. Si je n'avais pas rencontré Victoire, si je n'avais pas demandé le divorce, aurions-nous réussi? Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai lentement secoué la tête. Non. Didier s'est raidi. Pourquoi? Parce que Victoire n'était pas la cause, Didier. Elle était le symptôme. Tu as changé il y a des années. Au moment où tu as commencé à manquer de respect aux gens qui t'ont aidé, au moment où tu as pensé que le succès était uniquement le tien, au moment où tu as cessé d'être reconnaissant. Le mariage était déjà terminé. Didier a baissé la tête encore plus. Il savait que j'avais raison. La réunion a duré moins de 30 minutes. Alors que je me levais pour partir, Didier m'a appelé. Hélène. Je me suis arrêté. Il s'est levé, l'air complètement vaincu. Je suis désolé. C'étaient les premières excuses qu'il avait offertes depuis le divorce. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait un signe de tête sec et suis sorti. Des excuses qui viennent après avoir tout perdu ne réparent pas le passé. Elles ne font que faire en sorte que la partie coupable se sente mieux. 2 jours plus tard, les négociations de rachat étaient finalisées. Mon père était assis en face de Didier dans une salle de conférence stérile. Didier avait l'air engourdi. Il n'a pas discuté. Il n'a pas négocié. Il a juste regardé la somme de rachat à peine suffisante pour éponger ses passifs personnels et le sauver de la prison pour fraude. Il a signé les papiers. Lorsque le stylo a quitté la page, l'entreprise appartenait officiellement à ma famille. Mon père l'a regardé. Didier. Oui, monsieur. Je n'ai pas acheté cette entreprise pour vous humilier. Je l'ai achetée parce que je refuse de laisser des centaines de bons ouvriers perdre leur emploi à cause de votre stupidité. Didier a hoché la tête, les larmes coulant enfin de ses cils. Il a enfin compris pourquoi mon père l'avait soutenu il y a 5 ans. Il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait de croire en un jeune homme affamé avec un rêve. Et Didier lui avait craché au visage. L'usine a été restructurée. J'ai pris les rênes en tant que PDG aux côtés de mon père. Nous avons réembauché le personnel, remis les machines en marché, en quelques mois, nos anciens clients sont revenus. Quant à Didier, sa vie s'est effondrée. La grande maison a été vendue pour payer les poursuites. Ses voitures de luxe ont été saisies. Sa mère, déshonorée et terrifiée par les poursuites,
s'est enfermée chez elle. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un SMS d'une vieille connaissance. As-tu entendu? Victoire vient d'être inculpée pour fraude bancaire et détournement de fonds. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Le karma finit toujours par faire payer ses dettes. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelques jours plus tard, mon ancienne belle-mère se présente à l'immeuble de mes bureaux. Ma secrétaire a sonné en disant qu'une femme âgée suppliait de me voir. Quand la porte s'est ouverte, je l'ai à peine reconnue. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux étaient complètement blancs et elle avait l'air frêle. Elle est entrée et s'est tenue maladroitement devant mon bureau. « Hélène, asseyez-vous » ai-je proposé, en lui versant un verre d'eau. Elle l'a pris de ses mains tremblantes et a soudain éclaté en sanglots. « Hélène, je suis tellement désolé. J'ai eu tellement tort. » Je l'ai regardée pleurer. Je n'ai pas ressenti de colère, mais je n'ai pas non plus ressenti de sympathie. « Pendant 5 ans, vous avez tout fait pour nous » a-t-elle sangloté. Et je vous ai traité comme une servante. Je pensais que nous étions invincibles. Maintenant, tout est parti. Didier n'est plus que l'ombre de lui-même. Il travaille de nuit dans un entrepôt logistique maintenant. Il ne veut même plus me parler. J'ai regardé le parc industriel. Les actions ont des conséquences. Il le regrette, Hélène. Il le regrette vraiment. Il vous aime toujours. J'ai doucement secoué la tête. Le regret ne reconstruit pas un pont brûlé. Je ne le hais pas, mais je ne l'aime plus. Elle a posé une petite boîte en velours sur mon bureau. Je l'ai reconnue. C'était ma vieille bague de mariage et l'alliance de Didier. Je voulais vous les rendre, a-t-elle pleuré. J'ai repoussé la boîte sur le bureau. Gardez-les ou vendez-les. Elles appartiennent à un passé dont je n'ai plus besoin. Elle s'est complètement effondrée, réalisant finalement que la porte était définitivement verrouillée. Quelques mois plus tard, j'étais sur une scène lors du banquet annuel de notre entreprise. Des centaines d'employés applaudissaient. Mon père était assis au premier rang, rayonnant de fierté. En regardant la foule, j'ai réalisé quelque chose de profond. Parfois, les pertes les plus douloureuses de la vie sont en fait l'univers qui nettoie les ordures pour faire de la place à votre véritable destin. Mon mariage a échoué, mais ma vie n'a pas échoué. La valeur d'une femme n'est pas définie par sa capacité à garder un homme. Elle est définie par sa capacité à reconstruire son empire des cendres de sa trahison. La gentillesse est une vertu. Le sacrifice est noble, mais la gentillesse a besoin de limites et le sacrifice exige du respect. Ne vous perdez jamais en essayant de vous accrocher à quelqu'un qui est parfaitement bien avec l'idée de vous détruire. Après la tempête, le ciel s'éclaircit toujours. Tant que vous avez le courage de continuer à avancer, la paix vous attend toujours de l'autre côté.